Donc, un pays où l'élite roule en 4x4 motorisés, mais sur des routes dignes du Moyen-Âge, chers téléspectateurs. L'économie congolaise repose sur deux piliers, le pétrole et le bois. Mais c'est une économie localisée sur une toute petite partie du territoire national. Écoutez ce qu'en dit l'économiste Philippe Hugon. L'essentiel du potentiel économique est concentré le long du Poul, c'est-à-dire entre la côte et Brazzaville. Là, sur 7% du territoire, on a plus de 2 tiers du potentiel économique. Concentrée sur quelques pourcents du territoire, l'économie congolaise l'est aussi entre quelques mains. Le clan du président Sassou Nguesso est accusé de détournement de fonds publics, de corruption, de clientélisme. L'argent du pétrole et du bois ne va pas dans les caisses de l'État. Aloïs Ligo, Global Witness. On a vu par exemple entre 2004 et 2006 le fils du président de la République, Denis Christel Sassou Nguesso, réaliser des achats dans des magasins de luxe à Paris pour des dizaines de milliers de dollars, dont les factures étaient payées par des compagnies offshore enregistrées dans des paradis fiscaux, dont les revenus proviendraient de la ressource pétrolière congolaise. Pourtant, il y a quelques petits progrès dans le sens d'une plus grande transparence. Aloïs Ligo. Il y a des efforts qui ont été réalisés, ça on ne peut pas le nier. Il y a des informations qui sont publiées sur le site du ministère des Finances congolais. Le Congo participe à l'initiative pour la transparence des industries extractives. Maintenant, est-ce que ces efforts sont suffisants pour réellement résoudre le problème de la corruption? La question reste entière. Pour la population congolaise, en effet, effort de transparence ou pas, les revenus ne sont pas au rendez-vous. Philippe Hugon. On peut considérer par exemple qu'à Brazzaville, alors que normalement il y a des ressources importantes, on a un niveau de bidonvillisation, de pauvreté qui est considérable. Le taux de scolarisation net est tout juste égal à 50%, et dans un pays qui a d'énormes ressources minières, qui évidemment a connu la guerre, c'est sûr, qui s'est terminée en 2003, mais ceci n'explique pas évidemment le niveau de santé, le niveau d'éducation ou le niveau d'habitat ou de transport, de logement dans lequel se trouve la majeure partie de la population. Donc on a aussi une distribution très inégale de la rente. Outre le bois et le pétrole, le Congo dispose d'une économie de services, les banques par exemple, très embryonnaire et très liée évidemment à l'exploitation des matières premières. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui dans votre émission Les yeux dans les yeux. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale, chers téléspectateurs. Nous allons commencer notre émission en parlant de M. Tsatsi Mabiala, le faux chef de l'opposition ou le pantalon du PCT déguisé, chers téléspectateurs. Un opposant qui voyage aux côtés du président attaque les vrais dissidents et sur la partition, et il est sur la partition du pouvoir, et danse sur la partition du pouvoir, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous démasquons un personnage qui incarne à lui seul le théâtre politique congolais, chers téléspectateurs. Du Congo. J'ai traduit la pensée des paysans, ils sont bien contents que le président ait choisi l'Oudima. Non, et plutôt redonner à l'Oudima sa vocation qu'il a dans le temps. Donc il faut booster la production agricole, il faut la déculper pour que nous ayons du manioc, du maïs, toutes les spéculations agricoles, et pour qu'on arrive finalement un peu à ce que nous sommes en train de dire depuis longtemps, la diversification de l'économie. Dans la ZAP de Mouidi, le président Denis Sassou Nguesso a lancé un mot d'ordre, que chaque district du pays devienne un pôle agricole. Tsatsi Mabiala, lui qui se prétend chef de l'opposition, mais dont les actes trahissent une complicité troublante, chers téléspectateurs, avec le PCT, entre trahison, voyage suspect et discours en trompe-l'œil. Comment ce larbin en costard a-t-il réussi à se faire passer pour un lion alors qu'il n'est qu'un chat domestiqué, chers téléspectateurs? Parce que on ne peut pas comprendre si aujourd'hui nous faisons un développement plus structuré, monsieur
Tati Mabiala, aujourd'hui, est l'opposant fantôme. Mais il faut reconnaître que le costume que Pascal porte lui pose des problèmes. Il n'est pas opposant. Il n'est pas opposant. Et je le dis pour Pascal, avec beaucoup plus de sévérité. Pourquoi? Mais parce que quand Pascal a été nommé chef de file de l'opposition, Pascal a eu des problèmes avec Nick Fila. Et les gens le savent. Pourquoi? Mais parce qu'il estimait que Nick Fila étant au gouvernement ne pouvait pas se considérer à l'opposition. Donc la démarche est claire. Alors quand on le dit, on a le sentiment que Mirassa veut avoir des problèmes. Je ne veux pas avoir des problèmes. C'est Tati Mabiala et Nick Fila qui doivent bien lire le droit et bien appliquer le droit. Tati Mabiala qualifie de haineuses et de outrageantes les déclarations prononcées par Clément Mirassa, président du Parti social-démocrate congolais en sigle PSDC, envers sa personne. Le chef de file de l'opposition congolaise n'a pas manqué de réagir et de clarifier certains points. Cela au cours d'une conférence de presse tenue ce 22 avril 2025 au siège de son parti. À ce sujet, M. Clément Mirassa, qui se prend pour Jupiter alors qu'il n'est qu'un couard, incapable d'affronter le suffrage universel, même au plan local et encore moins au niveau national, devient le champion qui distribue les bons poids entre les vrais et les faux opposants selon un critérium qui lui est propre. De mémoire des Congolais, le PSDC, son parti politique, et lui-même n'ont cessé d'être que de simples accompagnateurs d'autres leaders ou d'autres partis politiques à chaque élection présidentielle. Rappelez bien vous, avant-hier, Clément Mirassa était derrière Mathias Nzon. Hier, il était derrière Jean-Marie Michel Mokoko. Et aujourd'hui, pour 2026, il se prépare certainement à se positionner derrière un autre potentiel candidat. On se demande alors à quoi aurait servi la création pour lui de son parti, qui ne participe pas à la démocratie, qui ne participe pas à la vie politique dans le pays et qui ne concourt pas non plus à l'expression du suffrage universel. Denis Sassou Nguesso, président congolais depuis 1997, il est né en 1943 à Edou, région de la Cuvette centrale, au Congo-Brazzaville. En 1961, il intègre l'armée puis, 3 ans plus tard, l'école d'infanterie de Saint-Mexan, en France. Il rentre au Congo et poursuit sa carrière militaire jusqu'à devenir à 25 ans, chef des troupes aéroportées congolaises. Membre du Parti congolais du travail, PCT, depuis 1970, il devient ministre de la Défense en 1975. Après l'assassinat du président Marien Ngouabi en 1977, il est vice-président du comité militaire du parti CMP, chargé des activités du PCT, ministre de la Défense et de la Sécurité puis chef de l'État en 1979, jusqu'en 1992 et de 1997 jusqu'à aujourd'hui. 2 tendances minent les pouvoirs d'Afrique centrale depuis une dizaine d'années, toutes les deux liées à la reproduction du pouvoir, la propension à la modification des constitutions et la tentation dynastique. Dans le premier cas, il s'agit de reconduire sans discontinuer les chefs d'État en exercice, dans le second, d'assurer à leur progéniture le droit de succession. Si le Congo-Brazzaville semble avoir été épargné pour l'heure par cette deuxième tendance, mais pour combien de temps? Il est bien placé pour la première depuis que Sassou Nguesso a opéré un coup d'État constitutionnel pour sa propre succession. Après la période d'espoir ouverte par la Conférence nationale souveraine, CNS, de 1991 qui a permis l'instauration du multipartisme et la tenue des premières élections libres, voici venu le temps du reflux politique. Le Congo est entré dans une lente agonie du processus de démocratisation que la guerre civile qui a ravagé ce pays jusqu'en 2002 annonçait déjà. Après une légère accalmie, il s'apprête à revivre une période d'effroi. Mais la terreur et la violence d'État auxquelles recourt Sassou Nguesso. Elle témoigne d'une absence totale de légitimité qui souligne la fin d'une époque dont le coup d'État constitutionnel est devenu le nouvel indicateur. Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement en matière criminelle, en premier et dernier ressort,
sur l'action publique, déclare Norbert Dabira coupable des faits mis à sa charge. Faisant application de la loi, le condamne à la peine de 5 ans d'emprisonnement Denis Sassou Nguesso utilise la justice pour emprisonner en toute illégalité les vrais opposants et les exclure de la scène politique. Le général Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa ont été condamnés à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Et également poursuivis pour détention d'armes et troubles à l'ordre public. Leur péché est d'avoir contesté la réélection de Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle de mars 2016. Un autre général, inculpé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, l'ancien inspecteur général des Forces armées congolaises et de la Gendarmerie nationale a été reconnu coupable par la Cour criminelle de Brazzaville des faits mis à sa charge et condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme. Selon le verdict rendu au soir du 19 mai 2018 par le président de la Cour d'appel de Brazzaville, Christian Oba, le général de 2e section Norbert Dabira a été reconnu coupable d'atteinte à l'intégrité physique du président de la République, en rapport de la proposition faite mais non agréée, selon la Cour, par le général de brigade Nyangan Gatsimbuala. Des faits prévus et punis par les dispositions de l'article 89, alinéa 89, du Code de procédure pénale. Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement en matière criminelle, en premier et dernier ressort, sur l'action publique, déclare Norbert Dabira coupable des faits mis à sa charge. En répression, lui faisant application de la loi, le condamne à la peine de 5 ans d'emprisonnement ferme, en a décidé la justice congolaise. Après avoir clamé en vain l'innocence de leurs clients pendant le déroulement du procès pour manque de preuves matérielles, les avocats de la défense se sont dit déçus du verdict. On a retenu malheureusement la proposition à l'atteinte à la sûreté de l'État. Nous avons pourtant démontré que cette infraction n'était pas constituée, parce qu'il n'y avait pas de preuves. Nous sommes à moitié satisfaits dans la mesure où la première infraction était criminelle et notre client courait 20 ans d'emprisonnement, s'il s'agissait d'un complot. Donc un peu déçus, on aurait pu faire un pourvoi en cassation, mais notre client nous a dit qu'il n'y a pas lieu de le faire. Nous nous contentons de cette décision, nous verrons s'il y a la possibilité d'autres recours, a regretté Maître Jean-Philippe Esso, un des avocats du général de division Norbert Dabira. Il faut noter que, condamné en 2018 pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, le général congolais Norbert Dabira, ancien proche du président Denis Sassou Nguesso, est sorti de prison lundi 6 février 2023 après avoir purgé sa peine de 5 ans ferme. Une justice aux ordres. Donc, on va se dire, opposant fantôme ou le protégé du régime. Donc, le parcours trouble aujourd'hui de ce monsieur qui se dit chef de l'opposition, c'est un homme sans historique, chers téléspectateurs. Donc, de lutte, jamais vraiment dans l'arène, mais propulsé chef de l'opposition. Mais qui l'a hissé? Et pourquoi, chers téléspectateurs? Donc, les voyages qui accusent les tournées officielles aux côtés du président, un opposant ne négocie pas avec le pouvoir. Il le défie, chers téléspectateurs. Donc, le cas de mon très cher aîné Clément Mirassa, pourquoi s'acharne-t-il sur un rival plus crédible, plus combatif et plus ancré dans la lutte? Tsatsi Mabiala, opposant politique ou opportuniste. S'exprimant sur plusieurs sujets d'actualité nationale et sous-régionale, Tsatsi Mabiala, l'opposant autoproclamé, s'est lâché en qualifiant les Congolais de xénophobes au sujet de la cession des terres congolaises au Rwanda. Tsatsi Mabiala, un vieillard engine et imposteur. La terre, à perte de vue la terre. Il y a les terres coutumières, selon la loi, qui appartiennent aux paysans. Et il y a les terres qui relèvent du domaine de l'État. L'État n'a pas autorité sur toutes les terres. Mais les paysans n'ont pas également autorité sur toutes les terres. Maintenant, je crois savoir, aujourd'hui, les accords passés avec le Rwanda ne portent pas sur les terres coutumières, mais sur les terres qui relèvent du domaine de l'État. L'État propriétaire de son patrimoine derrière peut trouver un partenaire, fut-il rwandais, fut-il français, pour s'associer et créer une société mixte ou société de droit congolais.
qui embauchent des jeunes Congolais pour faire de l'activité agricole. Creusons d'abord, si c'est ça, nous en disons peut-être trop, mais les paysans n'ont pas encore été touchés directement. Après 4 ans d'exercice en République du Congo, l'ambassadeur du Rwanda est arrivé à la fin de sa mission. Comme l'exigent les usages diplomatiques en pareilles circonstances, Théoneste Mutsenda Chiaka a fait le mercredi ses adieux au chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. L'occasion a permis au diplomate rwandais de faire le bilan de son passage en terre congolaise et partant de la coopération entre Kigali et Brazzaville. Pendant les 4 ans, les relations entre le Rwanda et le Congo sont vraiment excellentes. On a mis beaucoup d'efforts sur la diplomatie économique. On a parlé spécialement de 2 projets, qui sont en train d'être exécutés ici au Congo. Le parc industriel et commercial d'Omaruku. Je lui ai dit que ça avance très rapidement et que d'ici peu, il y aura des produits fabriqués ici au Congo, made in Congo, par la société de droit congolaise avec des capitaux rwandais, Mesfield. On a parlé aussi d'un projet très important pour le Congo qui va produire beaucoup d'emplois, le projet de la culture de ricin pour faire l'huile de ricin et faire le biocarburant. C'est un projet que, encore une fois, Mesfield fait avec la société Eni. Nous allons commencer à cultiver d'ici peu à Obavir, dans la Bouenza, 3000 hectares, mais ça va continuer sur beaucoup d'hectares. Pas encore, peut-être le saurons. Pour le moment, ce qui est en jeu, ce sont les terres, dit-on, les terres qui relèvent du domaine de l'État, mais pas les terres coutumières. Maintenant on dit oui, peu importe, ce sont les terres du Congo. On ne veut pas voir les Rwandais ici. Attention, on n'est pas loin maintenant de la xénophobie, là. On n'est pas loin. Crise au Mozambique. Accusation contre Kagame et l'armée rwandaise de piller le pays. La guerre elle-même est confiée sur le terrain à des délégations, tandis que nos frères sont envoyés là-bas sans savoir pourquoi ils se battent. Il s'agit d'une guerre contre des insurgés, mais on en profite pour céder notre territoire à l'influence des Rwandais. Nous disons que nous perdons notre souveraineté dans ce pays. Nous, Mozambicains, ne contrôlons plus notre propre pays, car ce sont les Rwandais qui dirigent nos ressources et qui contrôlent également notre territoire. Nous observons aussi que des personnes sont enlevées à Maputo, notamment des entrepreneurs qui pourraient investir et créer des emplois. Pourtant, nos frères de la PRM, police de la République du Mozambique, ne disent rien à ce sujet, car il y a une grande complicité parmi de hauts responsables. Par ailleurs, nous voyons aussi du trafic de drogue. Récemment, à Makuse, une grande quantité de drogue a été saisie. Qui sont les coupables? Ce sont des personnalités de l'État, des figures politiques au sein de l'Assemblée de la République. Et où en est l'enquête? Elle semble avoir été enterrée. Nous vivons dans un pays où les dirigeants sont des gangsters politiques qui ont capturé notre État, marginalisé nos droits et corrompu nos libertés. Envoyée spéciale à Kinshasa, Catherine Norris-Trent. Les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont adopté à l'unanimité une résolution condamnant fermement l'offensive de l'M23 dans l'est de la RDC et demandant au Rwanda de cesser de soutenir les rebelles et de retirer ses troupes immédiatement et sans condition préalable de la zone. C'est la première fois que le Conseil vise directement Kigali, une victoire diplomatique en quelque sorte pour le gouvernement congolais qui, depuis des semaines, appelle la communauté internationale à l'aide. Cependant, cette résolution, rédigée par la France, ne prévoit pas pour l'instant de sanctions.
Pour sa part, le Rwanda nie soutenir la M23 et son représentant a évoqué, et je cite, des pressions regrettables exercées sur les pays africains siégeant au Conseil de sécurité. Ce groupe, le A3+, a bien voté pour la résolution, soulignant que les actions de l'M23 menacent la souveraineté de la RDC et éloignent la possibilité de dialogue. Sur le terrain, dans l'Est congolais, la M23 a continué son offensive ces derniers jours en direction du territoire de Lubero, au nord de Goma, et d'Uvira, dans le sud Kivu, mais la situation reste très floue. Les conditions humanitaires deviennent par ailleurs de plus en plus précaires pour la population dans la zone. Des habitants de Goma constatent que le manque d'argent liquide continue de faire monter le taux d'échange et les prix des denrées alimentaires sur les marchés augmentent. Tsatsi Mabiala, qui s'est accaparé du fauteuil de président de l'UPADS, en violation de tous les textes régissant ce parti politique, fondé par le président Pascal Lissouba, outrepasse la loi fondamentale du Congo pour apporter son soutien au dictateur Denis Sassou Nguesso. Lorsque Tsatsi Mabiala parle de l'État, il n'est pas sans savoir que l'État est une personne morale, représentée par les personnes physiques, qui ne sont autres que le peuple congolais, et ce, dans toute sa diversité. Les Congolais ne s'indignent pas de la présence des Rwandais dans le pays, mais plutôt dénoncent les appétits de celui qui dirige le Rwanda, d'une main de fer, Paul Kagame, qui est aussi impliqué dans la déstabilisation de la RDC, la République démocratique du Congo. Écoutons ce que disait déjà à Brazzaville le président Félix Tshisekedi sur l'hypocrisie de Paul Kagame dans la sous-région des Grands Lacs. Et là, je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Ruto, pour dire, malheureusement, nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga une des réserves naturelles les plus importantes au monde en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Comment peut-on accepter une partie du pays soit cédée au Rwanda de Paul Kagame pour des raisons floues dont la teneur n'a jamais fait l'objet d'un débat public dans les instances habilitées? Pourquoi ce contrat de cession de terre à Paul Kagame n'a jamais été rendu public ou publié dans un journal d'annonce officiel pour les raisons de salubrité publique? Les terres du Congo ne sont pas à vendre public. Il n'est pas normal, alors que nous avons les moyens de faire des appels d'offres, de rechercher des meilleurs investisseurs. Il n'est pas normal
que l'on ait pratiquement offert tout cela, je dirais comme un cadeau au Rwanda. Et il faut que ce soit fondamentalement revu. Et nous disons la chose la plus importante. Et c'est là où nous pensons qu'il y a un agenda caché. Un, pourquoi les documents ne sont pas disponibles. Deux, pourquoi on met en œuvre ces accords avant qu'ils n'aient été ratifiés par le Parlement. Nous avons donc suivi, non, Denis Sassou Nguesso, Yannick Bokila, Rwandais, Bakouen a envahi RDC, alors que c'est le mandataire général qui a cédé ses terres aux étrangers, ce qui est une faute. Parce que l'OIAB Toké interdit cette pratique. Avec aussi l'élargir du chef de village qui n'a pas informé ses chefs, mais il membre chef de village n'a pas chef, il membre à Bénové. Nous, on est d'abord ici. Les terres rurales, c'est pour permettre aux nationaux, aux Congolais, de faire l'agriculture. Est-ce, chers téléspectateurs, une stratégie de division ou une mission commandée? Parce que le chef de l'opposition devrait normalement faire le travail que M. Clément Mierassa est en train de faire, est en train de donner à la population congolaise. Mais nous n'avons jamais vu M. Tati Mabiala faire le travail que M. Mierassa est en train de faire. Chers téléspectateurs, il faut faire des analyses fondées. Voilà pourquoi aujourd'hui, à mon avis, l'UPADS est sous une influence. Parce que quand un parti devient comme un décor, cela devient dangereux. Les militants de ce parti sont dupés, des partisans de l'UPADS utilisés comme figurants d'une opposition factice, mais ils prennent ces militants pour des Tintins sans Milou. Dans le même sens, je voulais savoir avec vous, est-ce qu'au niveau du parti, c'est-à-dire de l'UPADS, vous n'avez pas de moyen de pression pour ramener certains responsables à l'ordre, par exemple, le cas, bien entendu, tel que nous sommes en train de le dire ici, le cas, par exemple, du premier secrétaire. Si au niveau des textes du parti, on ne peut pas régler cette crise, je crois que la justice est là pour ça. Mais bien sûr, mais vous avez posé une question importante. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens au sein du parti? Nous avons la commission de contrôle et d'évaluation au niveau du parti. Mais là aussi, c'est des gens que lui-même il dirige. Il est juge et parti. Donc, cette commission qui, au départ, donc avant 2013, qui jouait pleinement son rôle, ne peut plus jouer pleinement son rôle. Parce que c'est lui qui nomme tout. Et cette commission est devenue également illégale et illégitime. Parce que le président de la commission de contrôle et d'évaluation est élu au Congrès. Celui qui était là au Congrès de 2013 est décédé. Il y a son second qui est encore en vie. Au lieu que ce second-là soit le président de la commission de contrôle et d'évaluation, ce qui est normal, mais non, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Mais lui, son rôle, c'est quoi? Son rôle, quand ça ne va pas au niveau du parti, ou plutôt quand le chef n'est pas d'accord avec quelque chose, le chef l'appelle, le chef dit « va écouter un tel et puis on va le sanctionner ». C'est tout. Donc, on a quelque chose, on a une instance au niveau du parti qui pouvait régler ce problème-là. Mais tout est verrouillé. Il s'est accaparé de tout ça. Des militants courageux réduits à l'infantilisme politique, chers téléspectateurs. Donc, la légitimité, il faut aussi voir la légitimité volée de ce parti. Parce que comment M. Tati Mabiala a-t-il usurpé la tête d'un parti sans en incarner les valeurs? Donc, il y a un soutien occulte, des financements opaques et il y a un silence complice des institutions, chers téléspectateurs. Il faut
que nous basions nos analyses un peu sur tout ça. Et nous voyons aussi le double jeu. Donc c'est récemment, nous l'avons vu sortir à travers les médias, comment est-ce qu'il s'est exprimé avec virulence à propos de M. Clément Mierassa. Mais ce n'est pas juste, ce n'est pas correct, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, dans les yeux, nous allons quand même essayer de décortiquer un peu ce qu'il avait dit. Mais ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal pour un chef de l'opposition. Parce qu'avec un discours tiède, des critiques sans morsure et des alliances nocturnes avec le PCT, parce que à l'appui, ces actions servent le régime, pas le peuple. Parce que aujourd'hui, le PCT et ses marionnettes, mais pourquoi Mabiala est-il utile, chers téléspectateurs? Il faut que nous nous posions des questions. Parce que la stratégie du faux opposant, aujourd'hui, c'est la stratégie du PCT. Nommer un chef de l'opposition et jouer à la stratégie du faux opposant pour créer une opposition contrôlée, pour donner l'illusion du pluralisme, diviser les vrais dissidents et étouffer les voix critiques. C'est ça la politique du PCT. Parce que quand nous remontons même à l'affaire Ngondo, c'est une affaire reloaded. Donc, recycler les pantins politiques n'est pas nouveau. Mais jusqu'à quand les Congolais toléreront-ils ces mises en scène? On a vu un certain Rigobert Mabundu, après avoir volé l'argent destiné au fonds de l'agriculture, mais il est aujourd'hui revenu au gouvernement. Donc, au Congo, c'est ça, chers téléspectateurs. Mais jusqu'à quand les Congolais vont tolérer cette mise en scène, chers téléspectateurs? Donc, aujourd'hui, il faut nécessairement voir la réaction des vrais opposants, chers téléspectateurs. Les vrais opposants, pour moi, c'est Clément Mierassa, parce que aujourd'hui, Clément Mierassa, les collectifs citoyens et la jeunesse, la société civile dénoncent une mascarade. Parce que c'est un arbre qui cache la forêt de la répression au Congo-Brazzaville, chers téléspectateurs. Donc, pour conclure sur le dossier de M. Tsatsi Mabiala, chers téléspectateurs, est-il le dernier nid de poule sur la route de la démocratie congolaise ou une bombe à retardement placée par le régime lui-même? Il faut se poser des questions et faire des analyses. Parce que dans un pays où l'opposition réelle est muselée, emprisonnée ou exilée, ce pseudo-chef incarne la tragédie d'un système qui croit encore pouvoir berner son peuple, chers téléspectateurs, avec des ombres chinoises. Mais gare à lui, parce que les Congolais ne sont pas des Tintins sans Milou. Les Congolais ne sont pas dupes. Les Congolais les ont tous à l'œil. Et ils voient clair. Et, chers téléspectateurs, l'heure des comptes approche. Quant à Mabiala, rappelons-lui cette vérité. On ne peut pas servir deux maîtres, à moins que l'un ne soit le diable, chers téléspectateurs. Nous voulons également, à travers cette émission, chers téléspectateurs, lancer un appel à la vigilance. Ne laissons pas les faux prophètes voler l'avenir de notre nation. Aujourd'hui, dans les yeux, nous continuerons de gratter le vernis pour révéler le bois pourri. Parce que la vérité, elle ne voyage jamais en première place avec le pouvoir, chers téléspectateurs. Il faut le savoir, chers téléspectateurs. Maintenant, nous allons passer, chers téléspectateurs, à notre deuxième sujet, c'est l'héritage de Sassou ou le naufrage d'une nation. Parce qu'aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, nous avons en ruine des promesses enfumées, chers téléspectateurs. Donc, des routes défoncées qui transforment les trajets en parcours de combattants. Des quartiers entiers emportés par les eaux, abandonnés comme des épaves. Un pays riche en pétrole, mais pauvre en dignité, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous braquons nos projecteurs sur l'héritage le plus tangible de Denis Sassou Nguesso. Un Congo en lambeaux, entre érosion meurtrière, jeunesse sacrifiée et promesses enroulées dans du vent. Comment un régime peut-il célébrer ces 12 batailles alors qu'il perd la guerre du développement structuré, chers téléspectateurs?
tokutela boye oza quartier boye baningami biso tolembi population bokondamokatala bisekakota bakani bobushe papa etalela likambo makaba mbilo oyo etala biso papa tokokende wapi na bana papa tala biso likambo oyo papa Parce qu'aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, il faut que nous parlions des infrastructures en déliquescence. Donc, il y a le miroir d'un pouvoir aveugle aujourd'hui au Congo. Brazzaville, Pointe-Noire, devait être des artères vitales transformées en cicatrices. Aujourd'hui, des nids de poules, des ponts effondrés, des ténors de l'île rongés par les érosions, des populations prises de piège, livrées à la fatalité, chers téléspectateurs. Quand la pluie tombe, ce sont des rivières de boue qui emportent les espoirs, chers téléspectateurs, comme notre dernière émission que nous avons faite par rapport aux inondations à Mosaka. Et c'est les mêmes situations aussi à Brazzaville, chers téléspectateurs, pour ceux qui ont suivi notre dernière émission sur les inondations à Mosaka. Donc aujourd'hui, l'héritage de Sassou, chers téléspectateurs, c'est un bilan en trompe-l'œil. Parce que pétrodollar englouti, projet pharaonique, inutile. On nous a construit le stade de Kitele et regardez cette négligence criminelle des besoins basiques. Donc un pays où l'élite roule en 4x4 climatisés, mais sur des routes dignes du Moyen-Âge, chers téléspectateurs. L'économie congolaise repose sur deux piliers, le pétrole et le bois. Mais c'est une économie localisée sur une toute petite partie du territoire national. Écoutez ce qu'en dit l'économiste Philippe Hugon. L'essentiel du potentiel économique est concentré le long du Poul, c'est-à-dire entre la côte et Brazzaville. Là, sur 7% du territoire, on a plus de 2/3 du potentiel économique. Concentrée sur quelques pourcents du territoire, l'économie congolaise l'est aussi entre quelques mains. Le clan du président Sassou Nguesso est accusé de détournement de fonds publics, de corruption, de clientélisme. L'argent du pétrole et du bois ne va pas dans les caisses de l'État. Aloïs Ligo, Global Witness. On a vu par exemple entre 2004 et 2006 le fils du président de la République, Denis Christel Sassou Nguesso, réaliser des achats dans des magasins de luxe à Paris pour des dizaines de milliers de dollars, dont les factures étaient payées par des compagnies offshore enregistrées dans des paradis fiscaux, dont les revenus proviendraient de la ressource pétrolière congolaise. Pourtant, il y a quelques petits progrès dans le sens d'une plus grande transparence. Aloïs Ligo. Il y a des efforts qui ont été réalisés, ça on ne peut pas le nier. Il y a des informations qui sont publiées sur le site du ministère des Finances congolais. Le Congo participe à l'initiative pour la transparence des industries extractives. Maintenant, est-ce que ces efforts sont suffisants pour réellement résoudre le problème de la corruption? La question reste entière. Pour la population congolaise, en effet, effort de transparence ou pas, les revenus ne sont pas au rendez-vous. Philippe Hugon. On peut considérer par exemple qu'à Brazzaville, alors que normalement il y a des ressources importantes, on a un niveau de bidonvillisation, de pauvreté qui est considérable. Le taux de scolarisation net est tout juste égal à 50%, et dans un pays qui a d'énormes ressources minières, qui évidemment a connu la guerre, c'est sûr, qui s'est terminée en 2003, mais ceci n'explique pas évidemment le niveau de santé, le niveau d'éducation, ou le niveau d'habitat, ou de transport, de logement dans lequel se trouve la majeure partie de la population. Donc on a aussi une distribution très inégale de la rente. Outre le bois et le pétrole, le Congo dispose d'une économie de services, les banques par exemple, très embryonnaire et très liée évidemment à l'exploitation des matières premières. Donc, Brazzaville aujourd'hui, Pointe-Noire, c'est la même situation. Maintenant, chers téléspectateurs, par rapport à la jeunesse congolaise, il faut aussi en parler parce que c'est le sujet crucial. L'Est congolais, c'est le souffle de la République. Aujourd'hui, c'est une génération, moi je les appelle génération cobaye, parce que les 100 000 emplois fantômes que acclamé, c'est un slogan creux, parce que
réduits à devenir auto-entrepreneurs par désespoir. Ils ont dit que 2024 était l'année de la jeunesse. Le discours enflammé, zéro réalisation. C'est un jeune, une entreprise. Ça, mais c'est le slogan pour les élections 2026. Un jeune, une entreprise. Donc, le PCT, le pouvoir, va donner à un jeune une entreprise. Ça, c'est le nouveau slogan. Donc, le recyclage de promesses, c'est une nouvelle ou nouvelle mascarade. Donc, chers spectateurs, si nous faisons des statistiques sur le mépris des chiffres, aujourd'hui, 70% de la population a moins de 30 ans au Congo. Mais le budget éducation stagne, pendant que les comptes offshore prospèrent. Nous, l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays, Hélène, les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 € par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979. Une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy, où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 € et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Et aujourd'hui, si nous parlons des 12 batailles de Koliné Makosso, mais c'est du théâtre à ciel ouvert. Koliné Makosso et sa plus belle robe pour Pointe-Noire. Pointe-Noire, je te ferai habiller de ta plus belle robe. Mais c'est une ironie suprême parce que vanter les 12 batailles dans une ville où les écoles manquent de toits et les hôpitaux de médicaments, chers téléspectateurs. La ville pétrolière qui compte environ 1 100 000 habitants est dans un état d'insalubrité totale. Dans les quartiers populeux de la ville pétrolière, aujourd'hui plus qu'hier, dans tous les points de regroupement public, les ordures règnent en véritable chef suprême et les odeurs nauséabondes vous saluent au passage. On empoisonne et on s'empoisonne dans l'indifférence totale. Nous sommes habitués, me souffle un riverain.
Le manque hier d'eau dans le robinet ne fait certes pas un scoop. Pourtant, compte tenu de son caractère vital, c'est répugnant de priver les humains du précieux liquide essentiel pour tout organisme vivant connu. On a l'habitude de nous voir couler l'eau du robinet 1 ou 2 fois par semaine, me confie ce gamin qui ventouse désespérément le robinet pour recueillir quelques gouttes du liquide vital. Aujourd'hui, c'est comme nous, aujourd'hui, quand nous parlons de renaissance, nous parlons de jeunesse d'abord, parce que la jeunesse, c'est elle, la renaissance du Congo. Donc, il faut vraiment un vrai plan de formation professionnelle assez donné, excusez-moi, accès au crédit, sans corruption et moratoire sur les promesses politiciennes. C'est de ça, chers téléspectateurs, que nous proposons aussi à ceux et surtout des sanctions contre les détournements. Donc, il faut nécessairement mettre un système, il faut mettre, voilà, créer une plateforme où le gel des avoirs des responsables cités dans les rapports de la Cour des comptes. Il faut geler tous les avoirs de ces voyous, de ces bandits, de ces voleurs. Il faut geler tous ces avoirs, chers téléspectateurs, parce qu'ils ont passé une décennie qu'à piller, à voler au Congo. Donc, si aujourd'hui, je veux conclure, chers téléspectateurs, sur l'héritage de Denis Sassou Nguesso, je me poserai la question, est-ce que l'héritage, aujourd'hui, quand nous voyons le Congo, est-ce que c'est l'héritage d'un bâtisseur ou d'ailleurs? Parce que Sassou Nguesso a transformé le Congo en champ abandonné, où les seules choses qui tiennent debout sont les mensonges officiels. Mais attention, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, un peuple qui marche sur des routes en ruine finit par trouver le chemin de la colère. Les 12 batailles, elles ressemblent furieusement à un naufrage. Et aujourd'hui, nous l'avons tous constaté, chers téléspectateurs, nous l'avons tous constaté que malgré toutes leurs promesses, mais nous n'avons rien vu jusqu'alors. Chers téléspectateurs, sur ce, nous allons aujourd'hui aussi plonger dans le dossier Zinedine Zidane. Aujourd'hui, Zidane qui a pris le nom d'une star assez respectée. Et c'est un sujet, chers téléspectateurs, déféré la chronique sur les médias sociaux. Aujourd'hui, Zidane est la star des réseaux sociaux parce qu'au Congo, quand on vole, on devient une star. C'est ça au Congo-Brazzaville, chers téléspectateurs. Donc, l'affaire Zidane n'est pas une erreur judiciaire, chers téléspectateurs. C'est un mode de gouvernance. L'affaire Zidane. Si aujourd'hui nous voulons parler de cet aspect, parce qu'on en a trop parlé sur les réseaux, mais nous allons tout juste faire un petit briefing sur cette affaire, chers téléspectateurs. Donc, un mandat d'arrêt international contre Dongou Ahmed Zidane, annulé par des ordres venus d'en haut, un faussaire décoré, un trafic d'influence à l'aéroport de Maya-Maya,
et des milliards détournés sous le nez d'un régime qui feint l'indignation, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous décryptons l'affaire Zidane, un cas qui n'est pas juste une anecdote judiciaire, c'est le symptôme d'un système en putréfaction où les clans se déchirent, les corrompus se protègent et le peuple paie la note, chers téléspectateurs. Le talon d'Achille ou les vulnérabilités de la dictature. Un mythe de la Grèce classique illustre bien la vulnérabilité des supposés invulnérables. Contre le guerrier Achille, nul coup ne portait. Nul sabre ne pénétrait sa peau. Alors qu'il était enfant, la mère d'Achille l'avait trempé dans les eaux de la rivière magique Styx. Il était de ce fait protégé de tous les dangers. Il avait toutefois une faille. L'enfant était tenu par le talon pour ne pas être emporté par le courant, l'eau magique n'avait pas recouvert cette petite partie de son corps. À l'âge adulte, Achille paraissait aux yeux de tous invulnérable aux armes de l'ennemi. Néanmoins, dans la bataille contre Troie, un soldat ennemi, instruit par quelqu'un qui connaissait la faiblesse d'Achille, visa de sa flèche le talon sans protection, seul point susceptible d'être blessé. Le coup se révéla fatal. Ainsi, aujourd'hui, l'expression talon d'Achille se réfère à l'endroit de la personne, du plan ou de l'institution qui est sans protection en cas d'attaque. Le même principe s'applique aux dictatures impitoyables. Elles peuvent ainsi être conquises, plus vite et à moindre frais si leurs faiblesses peuvent être identifiées puis attaquées de manière ciblée. Les faiblesses des dictatures. Parmi les points faibles des dictatures, on trouve les suivants. 1. La coopération d'une multitude de gens, de groupes et d'institutions nécessaires au fonctionnement du pays peut être diminuée ou supprimée. Les démocrates doivent se battre contre les piliers de ce système comme les opposants de la nature de Tsati Mabiala, des syndicats véreux, d'une police corrompue, des magistrats qui refusent les plaintes et aux ordres du pouvoir, des indicateurs dans les quartiers, des maires nommés, des parlementaires muets devant tant d'injustices et de violations de la Constitution. Elle a laissé des traces sur le plan national et international. 2. Les exigences et les effets des politiques antérieures du régime peuvent limiter quelque peu sa capacité à s'engager de nouveau dans des politiques conflictuelles. Nous devons, ici, penser à la répression brutale des mouvements contre le changement de la Constitution en 2015. 3. Le système peut s'installer dans la routine et perdre sa capacité à s'adapter rapidement à de nouvelles situations. Conscients de l'impunité dont bénéficient les membres du pouvoir, les scandales et les vols se répètent à un rythme accéléré jusqu'à l'overdose sans réaction efficace du système. 4. Le personnel et les ressources qui sont affectées à des tâches existantes peuvent avoir du mal à se rendre disponibles pour de nouveaux besoins. 5. Par crainte de déplaire à leurs supérieurs, des subordonnés peuvent ne pas rapporter les informations précises ou complètes dont les dictateurs ont besoin pour prendre des décisions. 6. L'idéologie peut s'éroder, les mythes et symboles du système peuvent devenir instables. Plus personne ne croit aux promesses du PCT. 7. S'il existe une idéologie forte qui influence la perception de la réalité, le fait de s'y attacher trop fermement peut causer une inattention à la situation ou aux besoins réels. Le fort attachement à la conviction que l'argent et la force suffisent pour subordonner un peuple peut s'avérer fatal à la longue. 8. La détérioration de l'efficacité et de la compétence de la bureaucratie, ou des contrôles et règlements excessifs, peut rendre inefficaces les politiques et les opérations du système. Le rackettage permanent des citoyens et citoyennes classent ce pays parmi les 10 pays les plus corrompus d'Afrique. 9. Des conflits institutionnels internes, des rivalités ou hostilités personnelles peuvent nuire au fonctionnement de la dictature ou même la déstructurer. La lutte des clans au Congo, les Golo, Okemba, Christelle, etc. n'est plus à démontrer. 10. Les retraités et les étudiants peuvent perdre patience en raison des retards de paiement des pensions et des bourses, des restrictions et de la répression. Des retards qui se comptent en années. 11. La base ethnique du pouvoir en général risque, au fil du temps, de devenir indifférente, sceptique, ou même hostile à l'égard du régime. Souvenons-nous des inquiétudes de la déclaration de Dabira sur l'avenir des Boshi. 12. Les différences de classe, régionales, nationales ou culturelles peuvent s'exacerber.
La fausse idée que les Bochis sont mieux lotis économiquement et socialement divise malheureusement au sein des populations. 13. La hiérarchie d'une dictature est toujours quelque peu, et même parfois très fortement, instable. Les individus ne restent pas au même niveau, ils peuvent monter ou descendre des échelons ou même être complètement écartés et remplacés. Ici, les écartés du système comme les ocombites salissants, Idver Moani, etc. révèlent des confidences qui fragilisent le système. 14. Des sections de la police ou des forces militaires peuvent profiter de situations pour atteindre leurs propres objectifs, même contre la volonté du dictateur en place, y compris par un coup d'État. 15. Avec tant de décisions prises par si peu de personnes, les dictatures sont exposées aux erreurs de jugement, de politique et d'action. 16. Si, pour éviter ces dangers, le régime décentralise les contrôles et les pouvoirs de décision, il perd de sa maîtrise sur les leviers centraux du pouvoir. La concentration des mesures de protection autour de la garde présidentielle et la marginalisation d'une partie de l'armée sont autant des causes de fragilisation de la dictature. Attaquer des faiblesses des dictatures. Connaissant ces faiblesses fondamentales, l'opposition démocratique peut délibérément chercher à exacerber ses talons d'Achille afin de changer radicalement le système ou de le désintégrer. La conclusion est claire, malgré leur force apparente, toutes les dictatures ont des faiblesses, des inefficacités internes, des rivalités personnelles, des inefficacités institutionnelles et des conflits entre organisations et services. À la longue, ces faiblesses tendent à rendre le régime moins efficace et plus vulnérable au changement et à une résistance délibérée. Il ne réussit pas à accomplir tout ce qu'il veut. Ainsi, par exemple, certains ordres directs d'Hitler ne furent jamais appliqués car ceux auxquels ils étaient adressés refusaient de les exécuter. Le régime dictatorial peut aussi s'écrouler très vite, comme nous l'avons déjà observé. Ceci ne signifie pas que les dictatures peuvent être détruites sans risque et sans victimes humaines. Tous les types d'entreprises libératrices entraînent des risques, des souffrances, et nécessitent de la patience. Les faits, aujourd'hui, quand nous repartons dans les faits, le scandale Zidane, c'est le miroir d'une mafia d'État. Parce qu'en 2021, Zidane avait joué le coup du maître. Le nom de Zidane au Congo, quand on te donne le nom d'une star, c'est le nom d'une personne qui est habilitée à faire des choses bien dans le sens positif ou négatif. Donc lui, le nom de Zidane, c'est parce qu'il est spécialiste dans l'imitation des signatures. En 2021, il avait joué le coup du maître faussaire. Zidane avait imité la signature de Claudia Sassou, la fille du président, pour débloquer des millions. Preuve que les caisses de l'État sont des coffres privés, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, mandat d'arrêt international, puis cavale organisée. Alors que la justice émet un mandat des proches du pouvoir, M. Hugues Gwelondele et Denis Omar, nous avons des preuves, lui ouvre les portes de Maya Maya. La main gauche arrête, la main droite libère. Le comble de l'absurde, après le détournement, Zidane est décoré chevalier de l'ordre du mérite national, chers téléspectateurs. Donc, dans tout ça, aujourd'hui, il ne faut pas le négliger. Il faut faire des analyses fondées sur des faits. Il y a une guerre des clans, chers téléspectateurs. Parce que quand le pouvoir se mange lui-même, aujourd'hui, il faut se poser des questions. Zidane, pantin ou acteur? Simple exécutant ou pion d'un groupe influent? Son cas révèle une lutte entre le clan Sassou, Claudia Denis Omar et les intérêts familiaux. Les barons du PCT, ministres et généraux qui profitent du chaos pour blanchir leur crimes, leur vol, leur détournement. Pourquoi sacrifier Zidane maintenant? Pour divertir l'opinion, offrir un bouc émissaire pendant que les gros poissons continuent de piller. Il y a un ami qui s'appelle Rose qui m'a dit que eux tous ce sont que des voleurs, il faut les classer dans la même lignée, ce sont tous des voleurs. Oui, il n'y a pas de gros poissons, il n'y a pas de petits poissons, exactement, mais ce sont tous des voleurs, c'est vrai. Donc aujourd'hui, il y a une situation de règlement de compte. Parce que Zidane en sait trop. A-t-il refusé de partager le
butin, chers téléspectateurs, il faut se poser des questions parce que le trafic d'influence à Maya est un aéroport aujourd'hui transformé en plaque tournante de l'évasion des corrompus. Parce qu'ici, on ne contrôle pas les passeports, on les vend alors, c'est ce qu'on dit. Chers spectateurs, mesdames et messieurs, n'oublions pas que le poisson pourrit par la tête. Ce que l'affaire Zidane dit du régime, c'est un système qui légitime le crime. Comment un frère devient héros national dans un régime où voler est un métier pourvu qu'on partage avec les bonnes personnes? C'est ça au Congo-Brazzaville, chers téléspectateurs. C'est ça le Congo. Donc, seuls les petits poissons, comme eux-mêmes ils le disent, ou les jeûneurs sont inquiétés. Zidane aurait-il cessé d'être utile, la jeunesse sacrifiée, pendant que Zidane joue au chat et à la souris? Les étudiants crient, famine, les bourses volées et les diplômés vendent des crédits téléphoniques, chers téléspectateurs. Nos étudiants à l'étranger n'ont même pas d'argent, n'ont pas de bourse pendant, c'est pas 4 ans déjà. Mais regardez tout ce scandale, chers téléspectateurs. Jusqu'à quand les Congolais vont regarder toute cette mascarade? Aujourd'hui, chers téléspectateurs, comme nous l'avons dit, il y a des solutions. Parce qu'il faut réfléchir comment est-ce qu'il faut briser ce cycle. Parce qu'aujourd'hui, il faut une transparence totale. Il faut exiger la publication de tous les ordres de virement signés par la famille présidentielle. Il faut un audit international. Contrôler les comptes de la CNPC, des ministères et de la présidence. Il faut protéger les lanceurs d'alerte. C'est Zidane qui accepte, si Zidane accepte de parler, il va mériter peut-être l'asile politique, mais pas des menaces. Donc, chers téléspectateurs, il faut nécessairement boycotter les élections de mascarade que le PCT veut organiser. Parce que il faut refuser de légitimer un système qui ne produit que des voleurs et leurs complices, chers téléspectateurs. Donc, l'affaire Zidane n'est pas une erreur judiciaire, c'est un mode de gouvernance, un système où les escrocs sont décorés, où les juges obéissent aux ordres, où le peuple est prié de fermer les yeux, chers téléspectateurs. Merci d'être fidèle au programme d'Africa News. Ils sont désormais au nombre de 5, les proches du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, visés par la justice française dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis. Edgar Nguesso et Catherine Inyanga, respectivement neveu et belle-sœur du chef de l'État congolais, viennent d'être mis en examen pour blanchiment de détournement de fonds publics. Il est entre autres reproché à Edgar Nguesso la détention d'un patrimoine immobilier fastueux et des dépenses élevées à près d'1,4 million d'euros en 2 ans, tandis que Catherine Inyanga, elle, est soupçonnée d'avoir servi de prête-nom à une société fictive pour laquelle on transitait des biens. Rappelons que fin juin cette année, Julienne Sassou Nguesso et son époux Guy Johnson, respectivement fille et gendre du président Denis Sassou Nguesso, ont été accusés de corruption et ont fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent et mauvaise utilisation de fonds publics. En mars, son neveu Wilfried Nguesso a été mis en examen pour les mêmes charges. À ce jour, les enquêtes ont montré que depuis 2007, plusieurs dizaines de millions d'euros d'entités publiques du Congo-Brazzaville auraient été transférés vers les comptes de diverses sociétés offshore aux Seychelles, à Maurice ou à Hong Kong, en vue de financer le train de vie de certains membres du clan présidentiel. Mesdames et messieurs, mais attention, quand les clans se déchirent, c'est souvent le signe. C'est souvent le signe, chers téléspectateurs, avant-coureur d'un effondrement. Parce que le régime Sassou Nguesso est-il en train de s'autodétruire? La réponse est dans vos rues, chers téléspectateurs, dans vos écoles, sans argent, dans vos hôpitaux, sans médicaments. Le poisson pourrit par la tête, chers téléspectateurs. Mais c'est le peuple qui étouffe sous l'odeur. Il ne faut pas l'oublier, chers téléspectateurs. Au Congo, on ne punit pas le crime. On punit ceux qui ne partagent pas. Ceux qui ne partagent pas, on les punit. Zidane est un symptôme, et pas la maladie. La maladie, c'est l'impunité, chers téléspectateurs. Quand un faussaire devient chevalier, c'est que le pays est en chevalerie de la honte.
C'est ça, chers téléspectateurs. Donc, c'est un mélange de sarcasme qu'aujourd'hui, nous sommes indignés et c'est la colère totale, chers téléspectateurs. Sur ce, il faut aujourd'hui que les Congolais revoient un peu leur dignité mise en jeu, où aujourd'hui, le PCT est là que pour piller le pays et veut continuer à demeurer éternellement là, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, chers téléspectateurs. Hein? Ce n'est pas normal. Donc, pour finir, pour clôturer notre émission, chers téléspectateurs, nous allons chuter par la Renaissance aujourd'hui sur le CRC, le Congrès pour la Renaissance du Congo, chers téléspectateurs. Parce que le CRC, c'est un contrat social pour le Congo, chers téléspectateurs. Donc, Congolaises, Congolais, aujourd'hui, notre pays est à la croisée des chemins. Entre les promesses trahies, les richesses pillées et l'espoir qui persiste malgré tout, le moment est venu d'écrire une nouvelle page, chers téléspectateurs. Le Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, se lève aujourd'hui, non pas comme un parti de plus, mais comme un mouvement du peuple. Par le peuple, pour le peuple, chers téléspectateurs. Notre mission, c'est de redonner au Congo sa fierté, sa souveraineté en son avenir, chers téléspectateurs. Et aujourd'hui, le CRC a des solutions phares pour la renaissance du Congo, chers téléspectateurs. Chez nous, au CRC, nous prévoyons la gouvernance transparente et la redevabilité. Donc, nous avons des programmes de planification d'audit national intégral en exigeant un audit indépendant des finances publiques, des contrats pétroliers, dettes, budget fantôme, et publier les résultats en temps réel, chers téléspectateurs. Donc, nous avons aussi des systèmes où il y a des cours des comptes citoyens pour créer des plateformes numériques où chaque citoyen peut suivre l'utilisation des fonds publics. Et il y a également la loi anti-enregistrement illicite, parce que aujourd'hui, il faut penser à la confiscation des biens mal acquis et la sanction pénale pour les corrompus, sans distinction de rang, chers téléspectateurs. Les Zidane, les Jean-Jacques Bouillard, les Claudia Mikolo, les Gilbert Ondongo, tous ceux qui ont pillé l'argent du Congo, les Christelle Sassou Nguesso, tous ces gens-là, ils vont répondre devant la Cour des comptes, chers téléspectateurs. Et surtout, le côté de la justice. C'est un côté crucial parce que la justice au Congo, il n'y a pas de justice au Congo. Donc, le CRC aujourd'hui a un plan de justice sociale et urgence humanitaire. Donc, pour revenir à ce que je disais, nous avons au CRC l'unité nationale et le dialogue inclusif. Parce que nous préconisons également les États généraux de la République. Nous allons organiser des assises nationales avec toutes les forces vives de la nation, opposants, société civile, diaspora, pour refonder les institutions, chers téléspectateurs. Parce que nous avons aussi, nous préconisons dans notre programme la protection des libertés, l'abrogation des lois répressives et la libération des prisonniers politiques, chers téléspectateurs. Donc, pour une conclusion mobilisatrice, nous pensons que le CRC n'est pas un parti, c'est un serment de ne plus accepter que le Congo soit un trésor pillé et un peuple humilié, car la renaissance ne viendra pas ni de Paris, ni de Pékin, ni des États-Unis ou ni d'ailleurs, mais elle viendra de nous ensemble. Redonnons à ce pays sa lumière, chers téléspectateurs. En tout cas, je vous remercie pour cette émission Les Deux dans les yeux, mais pour le CRC, aujourd'hui, nous allons peut-être nous arrêter là parce qu'il y a beaucoup à dire, mais parce que si nous parlons du mot renaissance, la renaissance entre en contexte, parce que la renaissance dans un Congo en état de mots cliniques. Donc, la renaissance dans le CRC, c'est aussi l'analyse du désastre actuel. La renaissance, c'est aussi un pays riche, un peuple pauvre de 80% de la population qui vit moins de $2 par jour malgré des milliards de pétrodollars. Et le CRC
dans ce mot, dans le maître mot qui est la Renaissance, veut faire renaître tous ces secteurs, chaque spectateur. Parce que nous voyons aujourd'hui au Congo des infrastructures en lambeaux, mais la jeunesse est sacrifiée, chaque spectateur. Des diplômés sans emploi, des auto-entrepreneurs par désespoir, une génération en exil ou en résignation. C'est de ça que nous parlions au CRC. Donc le CRC, face à ce constat, a aujourd'hui mis en place une renaissance ou une réanimation. Non, c'est une vision claire. Le CRC ne promet pas de miracle, mais une rupture systémique de tout ce que ce régime a mis en place. Dans sa renaissance, c'est détruire le système clientéliste, la fin du tribalisme politique, des nominations bidons et des contrats opaques. Donc, nous, au CRC, c'est de réinventer le contrat social et la redistribution des richesses, la justice fiscale, la priorité au service public et réconcilier le Congo avec lui-même à travers un dialogue intergénérationnel. Donc, le peuple congolais aujourd'hui est traumatisé. Donc, aujourd'hui, décennies de promesses non tenues, 100 000 emplois pour les jeunesses, pour la jeunesse, 12 batailles, etc., ont installé un cynisme profond. Donc, un régime qui étouffe les voix libres, les médias muselés, l'opposition muselée, marginalisée, société civile infiltrée. Mais quelles sont les armes du CRC? Les armes du CRC, chers téléspectateurs, c'est la pédagogie par l'exemple, les actions concrètes avant les discours. Donc, c'est un langage radicalement nouveau. Et ensuite, lever les tabous, dénoncer nommément les responsables, publier une liste de 50 contrats opaques ou sans contrat signés par le régime pétrole, bois, télécom, et révéler les noms des bénéficiaires des comptes offshore liés à la dette congolaise. Chers téléspectateurs, c'est très important, c'est fondamentalement très important. Et il faut nécessairement impliquer la diaspora, parce qu'il faut un pont entre le Congo et le monde. Donc, mobiliser les compétences techniques de la diaspora, ingénieurs, médecins, juristes, pour des projets clés. C'est de cela, chers téléspectateurs, que nous parlions au CRC. Donc, c'est pour des projets clés, chers téléspectateurs. Donc, il faut également organiser des états généraux de la diaspora pour élaborer un plan de retour des cerveaux, chers téléspectateurs. Donc, le CRC contre le PCT, pourquoi cette renaissance est une déclaration de guerre politique? C'est la bataille des récits. Le PCT et son développement en trompe-l'œil. Un régime qui célèbre des stades vides et des routes numériques imaginaires pendant que le pays sombre. Donc, Sassou Makosso, des fossoyeurs en costume 3 pièces. Donc, le CRC et son projet de révolution institutionnelle, proposition phare. Quelle est notre proposition phare? C'est une assemblée consciente, citoyenne, pour réécrire la Constitution dans toute la transparence. Au CRC, tout est transparent. Donc, nous exiger des débats télévisés en direct entre le CRC et les caciques du régime. Donc, si vous n'avez rien à cacher, mais prouvez-le. Donc, pour conclure mon propos, chers téléspectateurs, la renaissance du Congo passera-t-elle par le CRC? La réponse est en haut. Ce mouvement n'a de sens que s'il devient votre voix, votre colère et votre espoir transformés en action. L'atomisation, c'est quand un régime tente de prendre chaque individu de la société et d'en faire un élément isolé. C'est l'un des meilleurs moyens qu'ils ont trouvé pour garder le pouvoir. Ils cherchent à contrôler la population, faire en sorte que tous aient peur des autres, redoutent de s'exprimer et d'agir ensemble, qu'on ne puisse pas dire à ses voisins ni à sa famille ce que l'on pense vraiment. Quand on voit quelqu'un d'extérieur faire preuve de courage, alors soudain on devient nous. Il n'y a plus de « je ». Nous pouvons faire ce que moi seul je ne pouvais pas.
Ces piliers soutiennent le gouvernement, tout comme mes doigts soutiennent ce livre. J'ai mis en place une stratégie visant à ébranler chacun de ces piliers, que ce soit la police, les institutions religieuses, les travailleurs, toutes les organisations. Quand ils s'affaiblissent et qu'ils finissent par céder, alors le gouvernement s'effondre. Sans ces piliers, il n'est rien. Dans l'idéal, nous ne voulons pas que ces piliers soient démolis, mais qu'ils se déplacent et se mettent à soutenir le mouvement démocratique. Le PCT a eu 40 ans pour prouver son échec. Le CRC, lui, n'a pas droit à l'erreur. Soit il incarne la rigueur, la transparence et l'audace, soit il rejoindra le cimetière des illusions perdues. Mais sachez ceci, chers téléspectateurs, le Congo n'est pas condamné à être le ventre mou de l'Afrique. Nous pouvons redevenir le phare de 1960, celui qui a inspiré Lumumba et Cabral. Et ça commence aujourd'hui par un choix simple. Résister ou se résigner. Le CRC a choisi. Et vous, chers téléspectateurs. Et le peuple, lui, ne mendie pas sa liberté, il la prend. Donc, il faut nécessairement, l'objectif, c'est de secouer le cynisme ambiant en montrant que le CRC peut être un outil de libération. Mais je vous confirme que le CRC est un outil de libération. Chers téléspectateurs, à travers cela, notre édition spéciale aujourd'hui, je vous dis au revoir. Je vous dis à très bientôt. Suivez cette émission sur R7 Télévision. R7 Télévision, c'est la chaîne de l'opportunité, qui donne l'opportunité aux Congolais qui veulent libérer le Congo. Chers téléspectateurs, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Kingeta, les yeux dans les yeux.